Bonjour à tous, bonjour Jade. Bonjour Alexandra. Donc je suis avec Jade Lemaître aujourd'hui. Vous avez fait plein de choses et vous allez nous raconter tout ça. Vous êtes un peu notre geek cette semaine, je le dis en souriant. Mais vous avez un parcours très impressionnant puisque vous êtes inventeur, vous avez créé un robot qui s'appelle le robot Easy. Oui, vous avez co-inventé, vous allez nous expliquer tout ça. Mais au gré de vos nombreuses activités, vous avez également été entrepreneuse. Vous allez prendre la direction, vous venez de prendre la direction d'un cluster qui s'appelle Proxinov, donc sur la robotique. Tout à fait, bien sûr. Et donc, vous êtes spécialisée sur toutes les questions robotique, intelligence artificielle. Vous êtes aussi experte auprès de la Commission européenne. Tout à fait, sur des aspects de robotique et d'intelligence artificielle en relation avec les humains, donc les aspects éthiques, légaux et sociétaux. Donc là, on voit que tout de suite, on place haute la barre cette semaine. Donc, je suis vraiment ravie de vous accueillir pour étudier avec vous toutes ces questions de la place des femmes dans tout ce secteur, qui est un secteur très spécifique, de la robotique, l'intelligence artificielle. Et surtout, première question, Jade, j'avais envie de vous poser ce matin, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée ? Ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée ? C'est une excellente question. On m'a souvent dit que j'étais une femme engagée parce qu'en fait, j'essaye de porter mes valeurs au quotidien. Ouais. Et donc, des valeurs d'humanisme, des valeurs de respect de l'autre, de respect de ses choix. Et donc, je les porte à la fois dans ma vie personnelle et aussi dans ma vie professionnelle. D'accord. Voilà, donc, c'est aussi pour ça que, en général, dans ma vie professionnelle, je m'engage pour la diversité au sein de mes équipes. Donc, j'essaie de recruter pas que des jeunes hommes qui sortent des top 5 écoles françaises ou mondiales. J'essaye d'avoir des personnes, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, avec des diplômes, sans diplôme, pour faire des équipes qui sont représentatives en fait de la société dans laquelle elle est. Ah oui, donc c'est vraiment un vrai parti pris. Vous y pensez quand vous êtes en phase de recrutement. Tout à fait. J'essaye en fait de faire en sorte que mes équipes en général font des produits qui sont utilisés par tout un chacun, donc par des gens de la société comme vous et moi, ou pas comme vous et moi justement. et donc essayer de refléter ça également dans la conception du produit. Et est-ce que, alors, d'une manière générale, est-ce que vous pensez dans votre secteur d'activité que les femmes, elles sont pas assez représentées ? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent sur ce secteur de la robotique, de la recherche ? Alors, je travaille beaucoup avec l'industrie, et donc en effet, dans l'industrie, il y a peu de femmes, mais c'est un secteur qui en a pris conscience, et donc qui est en train d'évoluer, de muter sur ce sujet-là, et qui engage énormément de mesures pour favoriser justement l'intégration de jeunes femmes dans les secteurs industriels. Ça passe énormément par de l'évangélisation quand elles sont en pleine orientation, donc en recherche de leurs futures études. Ça passe par une redynamisation un petit peu au niveau de la com, du secteur industriel. Ça passe par énormément d'actions très intéressantes. Le secteur du BTP, par exemple, pour moi, est un petit peu en arrière par rapport au secteur industriel. Donc, j'ai aussi bossé avec le secteur du BTP. Ouais. Après, la recherche, par contre, est un secteur où la place des femmes est un sujet depuis bien plus longtemps. D'accord. Et où donc les grandes instances et les plus petites instances se sont préoccupées de ce sujet-là. Ah, d'accord. Ce qui, malheureusement, parfois, a tendance à faire peser plus de poids sur les femmes quand elles sont justement dans des hauts postes dans la recherche. Ah oui, mais ouais. Ok. Voilà. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pensez que les femmes, elles sont bien intégrées dans ce secteur ? Alors, je ne dirais pas qu'on est bien intégrées dans le secteur, mais je dirais qu'on est beaucoup mieux intégrées qu'il y a 10 ans. Et donc, on peut y accéder facilement, il n'y a pas forcément de plafond de verre, il n'y a pas de frein particulier. Je pense que comme globalement notre société est plutôt dirigée par des hommes, le plafond de verre existe toujours. D'accord. Le plafond de verre est un petit peu partout, mais il est plus ou moins présent sur les industries. Et donc, dans la recherche, on voit de plus en plus de hauts postes qui sont occupés par des femmes. On a même une ministre de la recherche femme. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui s'améliore. Ouais. Après, dans l'industrie, le plafond de verre est encore très présent, mais moins qu'il y a 10 ou 15 ans. Voilà. Et vous pensez c'est quelque chose qui vraiment s'améliore. Est-ce que vous pensez qu'il leur manque quelque chose aux femmes pour réussir dans l'espace public, dans le débat public ? De la place. D'accord. Faites-nous de la place. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est juste les personnes qui sont actuellement dans des très grands postes, qui monopolisent le débat public, le monopolisent depuis plusieurs années, voire même plusieurs dizaines d'années pour les plus visibles.
Donc, à un moment donné, il faut aussi faire ce roulement des générations et puis laisser sa place aux plus jeunes. Ouais. Après, je pense que d'un point de vue féminin, moi, ce qui me manque pour aller dans le débat public, ce serait plus du training. Ah oui, voilà. Une question de confiance. Ouais, une question de confiance, une question de pouvoir être mentoré, une question de savoir aussi qu'on peut y aller. En fait. Ouais. Voilà. Alors, c'est amusant que vous disiez ça parce que c'est la première fois qu'on me parle de la place des femmes dans le débat public. C'est vrai ? Oui, tout à fait. C'est intéressant que vous disiez ça parce que moi, j'ai l'impression, au gré de votre parcours et de ce que j'ai pu observer, on va en parler, j'ai l'impression qu'au contraire, vous avez fait tout de suite le choix d'être très impliqué dans le débat public. En tous les cas, d'avancer sur des projets ambitieux, complexes, innovants, très à la pointe. Donc, ça veut dire finalement, vous n'avez pas eu de frein, enfin, vous en êtes pas rendu compte. Je crois que je ne m'en suis pas rendu compte. Voilà. En fait, ça a été très bizarre. J'ai surtout été dans ce débat public et sur le devant de la scène à partir du moment où j'étais entrepreneur. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais un très, très bon public pour les journalistes parce que je suis une jeune femme dans un milieu très masculin. Ouais. Et donc, avec tout de suite une propension des journalistes à peut-être me contacter plus facilement parce qu'ils se souviennent de moi. Et en fait, c'est un vrai atout pour les femmes actuellement dans des milieux très masculins, c'est we stand out, on se souvient de nous. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, j'y ai été projetée sans aucune formation, sans aucun training, sans aucun conseil. Donc, à mon avis, j'ai fait aussi quelques impairs qui font que je n'y suis peut-être pas aussi fréquemment que j'aurais pu l'être si j'avais été un peu plus entraînée en fait sur ce sujet-là. Alors justement, on va parler de votre parcours. Vous vouliez faire quoi quand vous étiez petite ? Moi, quand j'étais petite, je voulais être scientifique. Ah déjà, donc vous étiez quand même dans le bon... Très, très, très. Vous avez tout de suite eu une appétence pour ce secteur. Oui, tout à fait. Quand je faisais ma liste au Père Noël, je commandais à la fois des outils scientifiques, comme des microscopes, et des Barbies. Donc, le Barbie, on le voit très, très bien. D'accord. Et ensuite, je m'amusais à aller examiner à la loupe tout ce qu'il y avait dans le jardin, les insectes, les fourmis, les flédards, tout ça. Donc, tout de suite, j'avais en fait un esprit qui était très curieux et qui voulait comprendre le monde dans lequel il était. Donc, en général, ça prédispose pas mal aux études scientifiques. Ouais. Et ensuite, j'ai découvert Jules Verne. D'accord. Et là, c'était une révélation. Pour moi, l'ingénieur était la figure du mythe qui allait sauver le monde et faire du monde un monde meilleur. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça a confirmé. Là, je me suis engagée dans des études d'ingénierie. Voilà, extrêmement intéressantes. J'ai pu faire des études entre deux pays, entre la France et l'Allemagne, découvrir le monde de l'industrie automobile. C'était absolument passionnant. C'était une très belle époque de ma vie. Et ensuite, je suis tombée en amour devant la robotique. Ah oui, j'ai eu la conférence d'un des pères de la robotique en France, Bruno Maisonnier, qui avait à l'époque fondé Aldebaran Robotics, qui nous a présenté son robot et qui nous a surtout présenté comment est-ce que lui et ses équipes l'avaient imaginé et puis l'avaient sorti. Ah oui, d'accord. Et donc, ça a été une révélation. Donc, c'est inspiré par un homme. Oui, tout à fait. Et alors là, comment ça se concrétise après? Donc, vous avez ce coup de cœur pour la robotique. Ça se traduit comment? C'est quoi votre premier job? Eh bien, mon premier job, ça a été d'aller dans la recherche. D'accord. Voilà, toujours poussé par mon esprit très curieux et très scientifique. Et par beaucoup de mythes autour de la recherche, je me suis dit, tiens, je vais aller faire une thèse en robotique. Durant ces années de recherche, j'ai acquis 2 certitudes qui étaient la robotique était vraiment le lieu où je pouvais, moi, exprimer ma passion, ma créativité, mon amour de la science, mon amour de la résolution de problèmes. Et 2, le monde de la recherche n'était pas fait pour moi. Ah mince, oui. Ah mince. Donc, après des années à rêver d'une carrière scientifique, je suis arrivée dans la dure réalité de la recherche. Et surtout, j'ai vu que je voulais aller beaucoup plus vite que ce que la recherche m'autorisait à faire. D'accord. Moi, j'avais envie de créer des choses pour qu'elles soient utilisables quasiment immédiatement par le commun des mortels. Et donc, pour ça, il fallait passer par la création d'entreprises. Ça veut dire que vous n'avez pas ressenti de frein particulier lié au fait d'être une femme, mais plus au fait que l'environnement ne vous convenait pas, pas votre personnalité. Tout à fait. Je pense que le frein le plus fort que j'ai ressenti en arrivant dans le monde de la recherche ou dans le monde universitaire, c'est que je venais d'une école d'ingénieur. Ouais. Et l'école d'ingénieur ne prépare absolument pas à une carrière universitaire. Je ne savais pas lire un papier scientifique. Je n'avais pas les méthodologies qui me permettaient d'être à l'aise aussi. Alors, un élément qui m'avait beaucoup marqué quand on a discuté pour préparer ce café, c'est que vous m'avez dit très vite, j'ai compris qu'il
fallait que j'ajoute une dimension de communication si je voulais être un peu comprise du monde extérieur. C'est un peu ça quand on en avait parlé. Oui, tout à fait. Alors du coup, c'est un petit peu plus complexe. C'était le côté, je voyais, je lisais beaucoup de success stories d'entreprises dont les fondateurs avaient réussi du coup à mettre leurs produits sur le marché, à être connus, à lever des fonds, etc. Et donc, je remarquais toujours que parmi les fondateurs, déjà, en général, il y avait une équipe. Oui. Voilà. Quand on va ensemble, on va plus loin. Et surtout, une équipe avec des profils très diversifiés. Donc, je me suis dit, moi, déjà, pour pouvoir comprendre et pour pouvoir travailler avec des personnes qui sont non techniques, j'ai aussi besoin de comprendre quel est leur métier. Donc, je me suis tournée vers des métiers de la communication scientifique qui m'ont permis d'aller ensuite vers de la communication web, vers de l'événementiel, vers du marketing, vers du commercial également. Et donc, pouvoir ajouter toutes ces cordes-là à mon arc et pouvoir mieux aussi bootstrapper mon entreprise dès le début quand on aurait peu de moyens. Voilà. Donc là, du coup, vous décidez de créer votre entreprise. Et alors, concrètement, comment ça se passe? Vous rencontrez votre associé? J'ai rencontré mon associé sur un salon que je co-organisais, donc qui était le salon InnoRobot. InnoRobot, c'était le salon mondial des technologies robotiques. Voilà, donc j'y ai bossé pendant 4 ans. J'en ai retiré 2 choses, un excellent réseau mondial et ensuite des certitudes sur ce qui marche ou pas, en fait, quand on fait un produit autour de la robotique. Donc, j'ai rencontré mon associé, on était tous les deux jeunes, avec plein de rêves dans les yeux, à peu près la même vision de ce qu'on voulait faire. C'était le bon moment pour tous les deux, on a décidé de s'associer. Du coup, on a embarqué d'autres personnes aussi dans cette association-là. Et on a très rapidement pu prototyper notre robot. En 3 mois, notre premier robot est sorti. Et parce que vous l'aviez déjà en tête, ce robot? D'accord. On avait déjà en tête. Lui avait une précédente entreprise d'événementiel autour des technologies de la robotique. Et donc, ses clients lui demandaient en général la même chose. Un robot qui puisse être à demeure, qui donne des informations et qui puisse guider les gens d'un point A à un point B. Donc, c'était beaucoup de clients du retail, donc les grands centres commerciaux. On visait aussi donc les gares, les aéroports, tous ces endroits où on a un grand flux de personnes qui ont besoin d'être guidées. Être orientées. Voilà. Donc, en 3 mois, on a sorti notre premier prototype. On s'est envolé à Las Vegas au CES. C'était le rêve total. Et on a fait toute notre traction commerciale avec le CES de Las Vegas. Voilà. Et globalement, ensuite, l'entreprise a poursuivi son petit bout de chemin pendant 3 ans et demi. On est monté jusqu'à une petite trentaine de personnes. On a fait une levée de fonds. Enfin, bref, parcours classique. Tout le parcours de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Et du coup, tout le parcours où aussi, de mon côté, moi, j'ai appris ce que c'était que la gestion d'entreprise. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Vous en tirez quoi comme enseignement? Eh bien, je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, je ne savais pas calculer une TVA. Voilà. Et puis, donc, maintenant, je lis des bilans financiers, je sais gérer une entreprise. Oui, c'est un côté très concret, en fait. C'est ça. Tout à fait. Vraiment. Et donc, cet apprentissage-là, en général, on dit 1 an d'entrepreneuriat, c'est 10 ans de vie normale. Moi, j'ai l'impression que c'était 50 ans de vie normale. Est-ce que, pareil, c'était une expérience au sein de laquelle vous avez trouvé ou expérimenté des freins en tant que femme, ou est-ce que là, on est complètement sur un truc mixte et voilà, chacun apporte ses compétences? J'ai quelques belles anecdotes. C'est vrai? Ouais. Donc, racontez-nous. Pas dans mon entreprise, parce qu'en fait, du coup, tout le monde était quand même assez sensibilisé. Et puis, de toute façon, on était un peu comme une grande famille, je pense. Mais beaucoup sur des salons. Ah oui, d'accord. J'ai été donc présentée. Moi, j'étais la directrice technique de cette entreprise-là. Et en général, donc les prospects qui venaient nous voir, qui étaient majoritairement, je suis désolée, des mecs blancs de 50 ans, le bon cliché, quand ils demandaient donc des informations techniques, ne se tournaient jamais vers moi. Même quand je me présentais, bonjour, je suis la directrice technique, ils se tournaient vers mon collègue qui était peut-être commercial ou stagiaire dans la communication. Et leur poser les questions. Donc, j'avais beau répondre et réorienter la discussion, ça ne passait pas. Il faut changer encore les mentalités. Tout à fait. Et donc, c'était très drôle en général quand je contactais aussi dans le monde industriel pour pouvoir industrialiser notre robot. Et dans ma signature, j'ai mon nom, mon prénom, ma photo, parce que j'ai vite appris à mettre ma photo pour éviter d'avoir des impairs. Et en général, 95% des gens me répondaient « Bonjour, monsieur le maître. » Ah oui. Tu n'as pas vu mon prénom, ma photo? Donc, voilà. Ah oui, encore du chemin à faire. Tout à fait. Donc, du coup, en général, ma réponse, c'est bonjour, Madame Stéphane Dupont. Non, mais. Voilà. Et donc, alors, après cette expérience de création d'entreprise, là, aujourd'hui, vous prenez de nouvelles responsabilités parce que vous êtes nommée directrice d'un cluster sur la robotique. Donc, un nouveau challenge qui s'ouvre. Mais vous êtes aussi
experte auprès de la Commission européenne. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on devient expert comme ça au niveau de la Commission européenne? Eh bien, on est coopté. D'accord, ok. Voilà. C'est par cooptation, c'est-à-dire que moi aussi, je coopte des experts. Donc je suis experte depuis 2017. D'accord. Je ne peux pas savoir qui m'a coopté, ce sont les règles du jeu. Ah oui, ok. Voilà, mais je remercie grandement cette personne. Alors, on est forcément, fatalement, j'imagine, coopté pour ses compétences. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai été cooptée parce que je suis une espèce de pont entre le monde académique et puis le monde de l'entrepreneuriat. Et en fait, la Commission européenne essaye d'avoir des experts qui viennent à la fois de la société donc académique et de la société classique pour pouvoir évaluer des dossiers de recherche. En fait, mon job, c'est d'évaluer des projets de recherche. Okay. Et donc, avec d'autres collègues experts, bien sûr, j'évalue jamais toute seule parce que c'est important, du coup, d'avoir une pluralité d'opinions. Bien sûr. Et donc, parmi les experts qui sont missionnés pour l'évaluation, on évalue non seulement le côté scientifique de chaque projet, mais aussi comment est-ce qu'il va contribuer à la société civile. Quel sera son impact en termes d'emploi, quel sera son impact en termes économiques. Et donc, c'est important d'avoir des experts qui sont capables de juger un petit peu chaque fois. Oui, voilà. D'où l'importance et l'intérêt de votre parcours. Tout à fait. Et donc, j'évalue aussi énormément d'actions autour de la communication et coordination de grands ensembles de projets. Aujourd'hui, s'il y a des femmes sans doute qui nous regardent et qui se disent c'est vrai que moi j'aime bien les métiers scientifiques, mais je me demande finalement quel débouché on peut avoir. Vous leur conseillez quoi j'imagine de franchir le cap, mais quel est le moteur? Je pense que pour tous les métiers scientifiques, le moteur, c'est la curiosité et l'envie d'apprendre. Ouais. Si vous avez ça, vous réussirez. Et est-ce que c'est facile? Est-ce que ça va être facile pour elles d'y faire leur trou, d'y faire leur place? Quel conseil vous leur donneriez? D'oser, en fait, d'imaginer que si elles ne prennent pas la place, ce sera une personne médiocre. Et ce sera un homme médiocre qui prendra leur place. Donc, allez-y. Faut pas hésiter. Oui, voilà, n'hésitons pas. Et en fait, vous pensez que les femmes, elles hésitent trop? Elles se mettent des freins toutes seules? On le voit beaucoup dans le recrutement. C'est vrai? Oui, tout à fait. Quand vous voyez une annonce sur LinkedIn, en général, à la fin, ils mettent 5 ou 6 bullet points sur les compétences à avoir pour postuler. Oui. Job. En fait, il a été montré que les femmes, elles, attendent d'avoir toutes les compétences listées pour postuler, alors qu'un homme très moyen attendra d'avoir peut-être 60% des compétences pour postuler. Donc, lui, il se dira, c'est pas grave, les 40% restants, je vais pouvoir les acquérir dans la société, parce qu'en fait, c'est pas si grave. Oui, c'est ça. Alors que les filles tandis que nous, on se dit, si je corresponds pas à la description du poste, je ne vais pas la peine que j'y aille. Ne recherche pas mon profil. Ouais. Voilà. Donc, il faut que les femmes osent plus. Il faut qu'elles... Tout à fait. Et du coup, il faut aussi que les recruteurs en tiennent compte quand ils font leur description de poste. Oui, c'est ça. Typiquement, moi, je réduis énormément la liste pour être sûre d'avoir des candidatures de personnes qui vont se sentir capables. Alors, c'est rigolo parce que quand on préparait cette émission, vous me disiez, moi-même, j'ai du mal à me mettre en avant. J'ai plutôt une éducation où j'ai reçu beaucoup d'humilité. Ouais. Alors, peut-être trop. Oui, peut-être. C'est le curseur. Je pense que je suis plus douée pour faire avancer les autres que pour me mettre en avant. Après, heureusement, il y a des personnes comme toi qui le font, donc merci. C'est clair. Quand on voit ton parcours, c'est vrai que c'est je pense, une bonne façon de rôle modèle, de montrer qu'on peut réussir dans des secteurs qui sont ultra spécialisés, parce qu'on est quand même sur des métiers de niche. On est sur de l'ultra innovation. Donc, c'est des métiers qui font briller, mais on ne sait pas forcément comment y aller. Est-ce que, pareil, il y a un parcours type? Tu encouragerais les gens à faire plutôt ce double cursus, en tout cas d'aller chercher des compétences aussi de communication et de marketing au-delà des compétences purement scientifiques? Je pense que globalement, les doubles cursus sont ultra favorisés, tout comme les cursus de reconversion. Ah oui. Moi, j'ai énormément recruté de personnes dans l'informatique après une reconversion. Et en fait, ce sont des profils qui sont en général très appréciés parce qu'il y a une maturité supplémentaire, il y a une connaissance d'autres enjeux, il y a une manière peut-être plus simple de travailler en équipe. Et donc, les profils en reconversion, je les prends direct. Et alors, ta prochaine étape, c'est quoi? C'est d'arriver à faire encore plus émerger la robotique en France? Oui, et surtout de faire émerger une belle robotique française et européenne avec des vraies valeurs. Parce que je pense que c'est extrêmement important. En Europe, on se pose la question de l'impact sur les humains à chaque fois qu'on développe une technologie. Du coup, ça nous fait un vrai différenciateur par rapport à d'autres continents, par exemple. Ah oui. On le voit beaucoup. Beaucoup de choses sont mises en exergue
avec les Jeux Olympiques. Ouais. Sur l'impact humain, l'impact sur l'environnement. Et je pense qu'en Europe, on se pose les bonnes questions. Et surtout, on a vraiment de très, très beaux champions. Il faut les aider, ces champions-là. Ouais. Voilà. Tout comme il faut aussi aider notre industrie à pouvoir être à nouveau plus compétitive en France grâce à toutes ces nouvelles technologies. Je pense que là, on a un vrai pouvoir et une vraie capacité pour pouvoir le faire. Et alors, dernière question, si toi, tu avais une baguette magique et que tu pouvais prendre une mesure pour que les femmes s'investissent davantage dans le débat public, dans tout secteur d'activité, etc., tu ferais quoi? Tu proposerais quoi? J'abonnerais l'ensemble des rédactions et des chaînes de télévision et de radio au site Les Expertes, qui met en valeur des profils d'expertes. Je le vois en fait pour les rédactions qui y sont abonnées, elles sollicitent beaucoup plus souvent des expertes femmes. D'accord. Et donc ont plus de mixité dans leurs articles et sur leurs plateaux. En fait, ça fait une vraie différence parce qu'on met enfin en lumière des personnes qui sont passionnées, capables, qui ont des choses à dire et qui sont un petit peu nouvelles et qui apportent de la fraîcheur. Et c'est une plateforme qui est spécialisée sur les métiers du scientifique? Non, c'est une plateforme qui met en valeur des expertes métiers et des experts très bien. Recherche. Donc, Les Experts, ça s'appelle. OK. Et actuellement, je crois que Ouest France et d'autres rédactions y sont abonnées. Ah oui, précisément donc, pour retrouver... Ma baguette, tout à fait. Oui, ma baguette magique, j'abonne tout le paysage médiatique français au site Les Experts. Parfait, super. Écoutez, moi, je vais aller m'abonner juste après l'émission. C'est ce que je vais faire. Je vous remercie, Jade, de nous avoir accueillis ce matin. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lionnes. Bonne semaine.